On entreprend aujourd'hui une partie du chapitre 13 qui touche principalement le développement affectif et social de la personne d'âge avancé. Quand je dis personne d'âge avancé, on peut approximativement dire que cette personne-là a entre 65 ans et jusqu'à la fin de sa vie, puis on sait qu'il y a des personnes qui peuvent vivre jusqu'à 100 ans et même au-delà. Donc, c'est cette strate-là de la population dont il va être question, des changements qui se font au niveau de la personnalité, au niveau des relations avec les autres, parce qu'on sait qu'il y a aussi des situations qui deviennent problématiques dans les relations avec la personne âgée, dépendamment de son état de santé. Parlant de l'état de santé, je vais débuter avec une question qui relève de la santé mentale. Santé mentale, on l'inclut dans la santé physique également. Pourquoi? Dans ce contexte-ci, c'est que je vais vous parler de ce qu'on appelle les démences. Démence qui est le propre de la personne qui avance en âge. En fait, c'est un cerveau qui fonctionne moins bien, mais vraiment moins bien, qui peut développer certaines pathologies. Je vais en parler de deux. Je vais parler de deux pathologies, la maladie d'Alzheimer ainsi que la maladie de Parkinson. Ça va être cette partie-là. Suite à ça, je vais enclencher avec l'évolution au niveau de la personnalité. Vous savez que la personnalité est toujours en mouvement. Vous savez aussi que, bon, il y a plusieurs mesures de la personnalité. Quand je vous parle du Big Five, vous vous en souvenez, mais c'est là qu'on va voir qu'il y a des changements qui se font au niveau de la personne qui avance en âge. L'incontournable théorie psychosociale d'Erikson, vous savez, la crise qui oppose deux pôles différents. On va voir qu'est-ce qui se passe chez la personne qui avance en âge. Et je vais vous parler aussi des différents modèles de vieillissement réussis. Comment déterminer si on est des bons vieux, si on fait une belle vieillesse. Ce sont différents modèles qui ont été proposés. Je vais vous présenter ça. Bon, la vie sociale, quand on avance en âge, pour plusieurs, c'est le rôle de grands-parents et même d'arrière-grands-parents qui s'inscrit là-dedans. Il y a les amis, il y a les frères et les sœurs. Quand on avance en âge, est-ce qu'il y a des changements dans les contacts qu'on a avec ces gens-là? Et puis, on va compléter ça avec le sourire, finalement. Vous êtes prêts? On y va. La question de la santé mentale et des problèmes de santé mentale, cette question-là, elle est présente tout au long de la vie de l'être humain. On sait qu'il y a certaines personnes qui ont des vulnérabilités qui sont d'ordre biologique. On sait que l'environnement peut contribuer justement à développer certaines problématiques en santé mentale. Et ce qu'on a remarqué, c'est que pour la personne qui avance en âge, eh bien, le vieillissement, ça ne représente pas un facteur de risque de développer des troubles mentaux. C'est pas ça qui est à la base. En fait, une condition préalable peut amener la personne à avoir un autre épisode de problématiques de santé mentale. Je vais prendre un exemple tout simple. Bien, ici, on parle de la dépression. En fait, la dépression, on peut parler de dépression majeure, qui aujourd'hui s'appelle la dépression caractérisée. Eh bien, si on diagnostique chez une personne âgée une dépression caractérisée, il y a de fortes chances que cette fois-ci, ce n'est pas le premier épisode de sa vie. C'est arrivé à d'autres moments, dans d'autres périodes, ou même c'était très chargé émotionnellement. Pour eux, des expériences de vie très chargées émotionnellement, des stress intenses. Et ça peut avoir provoqué des pertes, parce qu'on sait que la dépression, c'est associé à une perte. Donc, ça va été là, et c'est comme un second épisode, une récidive de la dépression. Mais il y a aussi des cas, c'est plus rare, des personnes qui n'ont jamais eu de problème dépressif, qui n'a jamais été diagnostiqué, il faut bien le dire, ça n'a jamais été nommé, mais qui, à un moment donné, vont devenir dépressifs. Puis la dépression caractérisée peut même s'installer. Pourquoi ça arrive là, à ce moment-là? C'est que pour cette personne-là, en particulier, les changements liés au vieillissement sont vraiment très, très importants. Ces changements-là, ça peut être des changements de lieu de résidence. Ça peut être des changements associés à la maladie. Des pertes, je vous en ai parlé tantôt, perte du conjoint, de la conjointe, même perte des enfants. Hein. On va reparler éventuellement dans toute la notion de deuil. Donc, le travail, on le retire du marché du travail. Cet individu-là, on considère qu'il est trop vieux. Allez, va-t'en chez toi. Donc ça, c'est des deuils à faire. Puis
s'ils ne sont pas accompagnés, pour certains individus, ça peut les amener vers la dépression, cette profonde tristesse qui accompagne le statut dépressif. Les troubles dépressifs sont moins présents chez la personne âgée que chez les autres strates d'âge, jeune adulte et l'adulte d'âge mûr. Il y a plus de cas de dépression que chez la personne âgée. Toutefois, il y en a quand même. Ce que la Société canadienne de psychologie a noté, c'est que 15% à 20% des personnes âgées autonomes, puis qui vivent encore, on dit dans la société, dans leur milieu de vie, donc pas en institution, vont présenter des signes cliniques de dépression. Ces signes-là, c'est les mêmes que pour la personne d'âge mûr ou jeune adulte. Perte d'appétit, désintérêt pour les choses qu'il faisait avant qui lui donnaient du plaisir, problème de sommeil. Même on a noté chez certaines personnes, l'irritabilité en fait partie aussi de ça. Puis même les personnes âgées, c'est pour ça que souvent c'est pas diagnostiqué toujours à temps, dans le sens à temps qui aurait pu être soigné bien avant que la personne se rende au fond du baril, c'est que ils se plaignent de douleurs physiques, ils vont voir un médecin régulièrement, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Mais en arrière de tout ça, c'est le statut dépressif. Parce que la personne est beaucoup moins mobile, elle s'investit moins socialement aussi, elle se sent moins compétente dans des domaines. Donc, ce qui fait en sorte que tout ça, elle va focusser sur quoi? C'est quoi qui va la préoccuper? C'est son corps vieillissant, ces petits bobos qui peuvent être aussi des gros bobos, là. Je ne dis pas que c'est tous des petits bobos, mais il y a un repli sur soi qui est la caractéristique de la dépression. C'est ce qu'on voit. C'est pour ça qu'on n'arrive pas toujours à le diagnostiquer, parce qu'ils viennent juste se plaindre de leur bobo. Ils ne disent pas à quel point ils sont encore tristes depuis le décès de leur épouse, depuis le décès de leur meilleur ami. Et ils ne vont pas parler de ça, ils vont dire « je file pas, j'ai mal partout ». Bien sûr, il y a d'autres facteurs environnementaux qui peuvent contribuer au développement de troubles dépressifs chez la personne qui avance en âge. Ça peut être des facteurs d'ordre relationnel avec les proches. Premièrement, s'ils se retrouvent dans l'isolement, il y a peu de gens autour d'eux, ou les gens qui sont autour d'eux, c'est des gens qui sont mal intentionnés. Je vais parler un peu plus loin de la maltraitance. Eh bien, la personne âgée peut se réfugier dans son monde intérieur, je vous dirais, et pas vouloir communiquer la douleur qu'elle éprouve dans ses relations sociales ou par le manque de relations sociales, parce que la solitude, c'est ça, hein? C'est que tu souhaiterais avoir des contacts avec les gens, tu souhaiterais une certaine quantité de contacts, parce que c'est ça, quand est-ce qu'on se sent seul, c'est qu'on n'a pas assez de contacts par rapport à ce qui serait souhaité pour nous. C'est de là, c'est ça qui peut faire vivre la solitude à la personne âgée. Donc, qu'est-ce qui peut l'amener aussi à développer des troubles dépressifs? Des événements stressants de la vie importante, puis surtout le sentiment de perte de contrôle. Donc, quand la maladie physique est nommée chez cette personne-là, eh bien, c'est comme si elle peut pas, son corps est en train de décider que le reste de sa vie va mal aller. Donc, ils vont focusser beaucoup là-dessus, puis ils ne voient pas de porte de sortie. Alors, vous me demandez, est-ce qu'il y a des personnes âgées qui se suicident? Oui, il y a des personnes âgées qui vont s'enlever la vie parce qu'ils ne voient pas d'autre issue, soit par l'annonce d'une maladie grave, incurable, soit un deuil pathologique qu'on appelle. Donc, ils s'en remettent pas. Ils rentrent dans une grande tristesse. Donc, il faut être à l'affût de ça. Si on voit des changements auprès des personnes âgées autour de nous et ne pas minimiser ce qui peut être des détails anodins, okay? Pour nous, dire, ah ben là, elle est tout le temps en train de se plaindre, okay? de ses petits bobos. Puis, elle m'appelle juste pour me parler de ça, de ses petits bobos. Il peut y avoir en dessous de ça un autre message, le besoin de communiquer. Communiquer pour ne pas être seul.
Donc, soyez attentifs aux proches qui sont âgés autour de vous. Il y a plus de femmes que d'hommes qui vont souffrir de dépression en âge avancé. En fait, toutes les strates d'âge de la vie, homme-femme, c'est toujours la femme qui est plus sujette à développer des troubles dépressifs. On met toujours le petit bémol du comportement de la femme qui fait en sorte qu'elle va consulter. L'homme tarde avant de consulter ou ne consulte pas parce que dans son idée, ça va passer ou c'est pas ça. Ou les symptômes présentés par l'homme ne sont pas aussi évidents. Il n'y aura pas des crises de larmes infinies. Lui, ça peut se présenter vraiment, il devient plus irritable. Il ne veut plus parler à personne ou il s'engueule avec les gens autour de lui, chose qu'il ne faisait pas avant. Lui-même ne sait pas qu'il est en train de glisser dans la dépression. C'est ça aussi dont il faut tenir compte. Mais il y a quand même, on va se fier à nos chiffres en disant qu'il y a plus de femmes qui sont diagnostiquées avec un statut dépressif que d'hommes. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions, et ce sont les mêmes que pour la personne d'âge mûr ou le jeune adulte. Médication, dans bien des cas, médication, psychothérapie. Ça ne peut pas être juste la médication. Parce que la médication va faire son effet, oui. Ça va être plus long s'il n'y a pas de psychothérapie. Mais la médication fait son effet. Puis le jour où on arrête la médication, il est possible que la personne replonge dans ces mêmes patterns de fonctionnement qui l'ont amené à la dépression. Donc là, on recommence. Le but de la psychothérapie, c'est ça, en fait, c'est de prévenir ça. C'est pas de faire ça, c'est de prévenir. Prévenir une rechute en amenant la personne à conscientiser qu'est-ce qui l'a amené là, puis qu'est-ce qu'elle peut faire, elle, pour éviter ça, ou qu'est-ce qu'elle peut faire pour avoir le petit détecteur qui dit « tu es en train d'embarquer là-dedans, éloigne-toi de cette situation-là ». Alors, oui, la thérapie, c'est quelque chose qui est positif pour la personne qui développe des troubles dépressifs dans l'âge avancé. Puis on va le proposer, bien sûr, à ces personnes-là. Mais, premier pas, il faut aller consulter peut-être le médecin de famille, dire « ça va pas bien, ça va pas du tout, je suis triste, ça fait longtemps ». Toujours dans le registre des problèmes de santé mentale, on parle de démence. Oui, le mot n'est pas beau. Démence, en fait, ce mot-là découle du mot démon. Pourquoi? Parce que les gens, autrefois, les gens qui avançaient en âge pouvaient développer certaines maladies. Les pertes cognitives vont être là, une désorganisation au niveau du comportement, de l'agressivité. Alors, on s'est dit, il est possédé par le démon. Donc, les démences, ils ont gardé une partie de ça, mais il y a plusieurs types de démences. Il y a des démences, par exemple, ce qu'on appelle une démence vasculaire. La démence vasculaire, c'est des micro-AVC qui vont se produire, donc les détériorations au niveau des cellules nerveuses, l'éclatement des cellules nerveuses, qui fait que les connexions se font moins bien. Puis ça va modifier la personne au niveau de sa pensée, de sa personnalité et de son comportement. C'est lié. Donc, les démences vasculaires, ça peut ressembler à ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer, mais après investigation, dans certains cas, on va faire des scanners pour évaluer l'état de détérioration du cerveau. Je sais, j'ai l'air à parler de quelque chose comme si c'était quelque chose qui est en train de pourrir, là. Et non, il est atteint. On veut voir les atteintes cérébrales. Puis à partir de ce moment-là, ce que l'on analyse, là, on va pouvoir déterminer de quel type de démence il s'agit. Donc, je vais vous parler tout à l'heure de la maladie d'Alzheimer ainsi que de la maladie de Parkinson. Ici, je vais brosser vraiment un tableau sommaire de ces deux types de démence, dont la maladie d'Alzheimer ainsi que la maladie de Parkinson. Important de savoir quels sont les symptômes pour bien l'identifier, mais ce ne sera pas votre rôle à vous, ni le mien. À ce moment-là, on va parler, c'est le propre de la gériatrie. Voilà. Et de la neurologie aussi, parce qu'il y a des examens neurologiques qui sont faits. Donc, la maladie d'Alzheimer, on dit que c'est une maladie dégénérative du cerveau qui est caractérisée par des troubles de la mémoire
et d'autres fonctions cognitives. Pourquoi j'ai mis en gros trouble de la mémoire? C'est souvent là que ce sont les premiers signes de cette maladie-là. Moi, je prends le mot maladie de l'involution. Je sais que ça n'existe pas, là, mais vous savez, nous, on évolue. Je dis nous, là, en tout cas, j'espère encore évoluer. T'es tout petit, t'apprends des choses, t'évolues, t'avances. On a parlé de l'intelligence cristallisée, puis donc ça, on rajoute des affaires, on a des apprentissages physiques nouveaux, on apprend de nouvelles langues, donc on évolue. Ici, le cerveau se détériore. Il se détériore de façon à ce que la personne fait de moins en moins. Certaines personnes vont dire, il revient en enfance. Il revient en enfance. C'était comme ça quand on parlait de l'Alzheimer, avant qu'on l'ait pu nommer, parce que c'est un monsieur Alzheimer qui a donné le nom à ce trouble-là, qui était fort répandu chez la personne vieillissante, eh bien, l'involution, donc, il retourne à l'enfance, en enfance, mais par étapes. C'est pas tout d'un coup qui retourne dans l'enfance. La personne va commencer par avoir des oublis. C'est ça qui est le plus présent. Encore là, il faut faire attention. Une personne qui a des oublis n'est pas nécessairement une personne atteinte d'Alzheimer. Il y a des conditions à respecter pour dire des critères à respecter avant de prononcer ce diagnostic-là. Ma grand-mère a souffert de démence vasculaire. Ce n'était pas une maladie d'Alzheimer. Donc, elle, ses pertes se sont faites, elles aussi, graduellement, mais à un moment donné, il y a eu un arrêt. Un arrêt parce que c'est des AVC. C'est des AVC qui fonctionnaient. Mais elle oubliait des choses, souvent. Quand j'allais la voir, elle se plaignait toujours d'avoir perdu ses clés. Ses clés de malle. Donc, bon, j'allais faire une nouvelle clé de malle. Je m'en gardais toujours une, parce qu'on avait changé la serrure de sa boîte à malle. Donc, mais je perdais tout le temps ses clés de boîte à malle. C'est sûr, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Mais je me disais, bon, un peu distraite. Sauf qu'un jour, je suis allée chez elle, j'avais passé la nuit chez elle, et puis j'ai pris la robe de chambre dans la salle de bain parce que il y avait une serviette, je voulais prendre la serviette en dessous. Oh là là! En bougeant la robe de chambre, gling, 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 il y avait plusieurs clés de boîte à mal. Donc, ma grand-mère, ce qu'elle faisait, c'est que elle allait chercher son courrier dans son immeuble en robe de chambre. Donc, après avoir pris son courrier, elle mettait la clé dans sa poche, mais elle n'a pas jamais analysé que ces clés pouvaient être là. Dans sa recherche de la clé. Et bien sûr, de ne pas faire le lien qu'il peut y avoir quelque chose dans sa poche qui sonne, que ça peut être la clé. Là, ça révèle qu'il commence à y avoir des atteintes. On était en train de souper à un moment donné en famille, et puis elle est assise à côté de moi, elle a pris sa petite cuillère, et puis en prenant sa petite cuillère, on a dit qu'elle ne savait pas quoi faire avec la petite cuillère, elle voyait le verre d'eau, donc elle a mis la cuillère dans le verre d'eau, elle tournait l'eau. Elle savait que ça avait rapport avec, elle voulait de l'eau, avec l'alimentation, mais là, elle était même elle n'avait pas une coordination adéquate. Un verre d'eau, on ne va pas le chercher avec une cuillère, là. Mais donc, tous ces petits signes-là, qui commencent à être des signes importants, ont fait en sorte qu'on a dû la faire hospitaliser pour la protéger contre elle-même, parce qu'il s'agit qu'elle oublie quelque chose sur le rond, ou qu'elle procède autrement qu'elle allume quelque chose qui ne doit pas être allumé, là, je ne saurais pas dire quoi, là. Mais bon, alors quand même, on s'est retrouvé institutionnalisé, comme on dit, là. C'est triste, mais on est en train de perdre tout doucement notre grand-maman, mais ce n'était pas un Alzheimer, c'était des démences vasculaires. Quand on pense à la maladie d'Alzheimer, pour la majorité des gens, on se dit, c'est une personne âgée. Personne qui oublie des choses, c'est une personne âgée, donc elle a l'Alzheimer. Comme je viens de vous dire, ce n'est pas nécessairement cette forme de démence-là, parce que la perte de mémoire, elle s'inscrit dans plusieurs autres types de démence. Mais on pense que c'est juste les personnes âgées qui peuvent être Alzheimer. C'est faux. Il y a des gens qui sont de l'âge mûr qui peuvent développer aussi la maladie d'Alzheimer. De là, les études qui ont été faites pour savoir s'il y aurait un lien génétique pour développer cette maladie-là. En fait, oui, il a été démontré qu'il y a ça a été très bien corrélé, que génétiquement, la descendance d'une personne qui a souffert d'Alzheimer, la descendance pouvait elle aussi être atteinte à un moment X de sa vie. Il y a eu d'autres
ils ont essayé de faire d'autres explications par rapport à ça aussi, parce que parfois, il n'y a pas d'Alzheimer dans la famille de quelqu'un, et tout d'un coup, cette personne-là, bon. Donc, le volet environnemental, peut-être qu'il a joué aussi à quoi la personne a été exposée, qui a entraîné ces destructions-là, et surtout quand ce sont des Alzheimer précoces. Là, on s'est posé beaucoup la question. C'est quoi un Alzheimer précoce? Ben, c'est quelqu'un qui va l'avoir bien avant l'âge de 70 ans. J'ai un ami dont le frère est atteint de cette maladie. Le diagnostic est tombé alors que cet homme-là venait d'avoir 60 ans. Plus la personne est jeune, quand l'Alzheimer commence son méchant travail d'enchevêtrement neurofibrillaire, là, si vous voulez, plus il est jeune, plus la maladie va évoluer rapidement, mais va évoluer négativement. C'est pour ça que je vous dis c'est l'involution. Donc, pour cet homme-là, c'est très rapide. Donc, oui, perte de mémoire, à un moment donné, perte au niveau de la motricité. Motricité, je vous dis, incontinence. Okay? La personne, n'est pas capable de retenir ses selles. Okay? Des pertes motrices, des pertes au niveau du langage, plus de mots pour communiquer. Puis, à la toute fin de la vie de la personne atteinte d'Alzheimer, eh bien, il ne lui reste que les réflexes du nouveau-né. C'est pour ça, quand je vous disais maladie de l'involution, on recule. Donc, des personnes qui sont relativement jeunes peuvent être atteintes, mais ce n'est pas toutes les personnes dont il a été diagnostiqué un Alzheimer dans sa famille qui va être atteinte d'Alzheimer. Comment prévenir? Est-ce qu'on peut prévenir? Si biologiquement, vous avez cette programmation-là, il est possible que ça va arriver dans votre vie. Mais il y a des moyens de retarder l'apparition. Il y a de la médication. Aujourd'hui, on a de la médication. Ça ne guérit pas. On ne peut pas sauver les neurones qui sont disparus ou qui sont tout enchevêtrés. Mais on peut ralentir ce processus-là. Quand je vous dis une personne plus jeune, c'est ça, c'est que quand on est jeune, on double nos cellules plus rapidement. Dans le cas de l'Alzheimer, ben, c'est un peu la même chose. Ce sont des mauvais réseaux neuronaux qui sont plus rapides à faire du trouble. Je ne sais pas comment l'expliquer, là. Mais oui, donc l'entraînement cognitif, faire travailler son ciboulot, c'est vraiment une chose qui prévient ou qui ralentit. Donc, stimuler. On dit le cerveau, c'est un organe qui a besoin d'être stimulé. Donc, que ce soit des mots croisés, que ce soit des sauts de cul, des lectures, la personne qui investit beaucoup sur le plan cognitif, je ne dis pas juste cognitif, pas de physique, en fait, sur tous les volets de la vie, mais beaucoup mettre d'accent sur le cognitif, bien, elle va maintenir ces réseaux-là plus actifs plus longtemps. Alors, c'est ce qu'on peut se souhaiter dans ce contexte-là. La maladie de Parkinson maintenant. C'est encore une fois une maladie neurodégénérative. Donc, les cellules du cerveau se détériorent et puis c'est irréversible. On ne peut pas changer le processus. Est caractérisé par quoi? Si l'Alzheimer est caractérisé au départ, je vous dis bien, par des troubles de mémoire, ce n'est pas le cas de la maladie de Parkinson. La personne, d'ailleurs, elle conserve ses capacités cognitives très longtemps avant qu'on voit celle-ci se détériorer. Donc, c'est la motricité. Vous pensez à tremblements, de légers tremblements qui, au fil des années, deviennent plus importants en durée. Au début, c'est les mains. On va voir les mains bouger. À un moment donné, ça peut atteindre, bien sûr, le cou. La difficulté au niveau de la motricité, on appelle ça la maladie des petits pas. Dans le sens où la personne, bien sûr, elle se déplace, mais dans ces déplacements, l'insécurité faite par rapport au fait de poser un pied devant l'autre, ça ne fait que des petits pas. Je fais mon tchichou. Imaginez-vous, je ne vais pas vous le montrer, là. Donc, la maladie des petits pas. Donc, c'est ça. C'est une des caractéristiques de cette maladie neurodégénérative. Les fameux tremblements que l'on perçoit chez la personne qui est atteinte de la maladie de Parkinson, ce n'est pas toutes les personnes atteintes de tremblements
qui sont atteintes de la maladie de Parkinson. Il existe un autre trouble qui n'est pas une démence, qui n'est pas catégorisé dans les démences, qu'on appelle le tremblement essentiel. Avant ça, on appelait ça le tremblement sénile. C'est pas beau, mais non, essentiel. Pourquoi essentiel? Parce que c'est essentiel de le savoir. Non, je ne sais pas. Tremblement essentiel, c'est un trouble qui est clairement défini de façon génétique. La personne hérite de son parent qui avait cette problématique-là. Ce n'est pas un trouble qui est grave parce qu'il n'atteint pas la cognition de la personne. Tout ce qu'il va y avoir, c'est que c'est les mouvements qui vont être affectés et des tremblements au niveau des mains, au niveau de la tête. C'est assez dérangeant, oui, quand quelqu'un, par exemple, est quelqu'un qui est beaucoup manuel et puis il ne pas être capable de bien contrôler sa main, de peindre, de tricoter, d'écrire, ça devient problématique. Et plus la personne est anxieuse au moment de produire un geste fin, de la motricité fine, plus les tremblements sont importants et impressionnants. Plus la personne est calme, moins ces tremblements-là vont être présents. Donc, cette maladie-là n'atteindra pas, ne changera pas la personnalité de l'individu, puis ça n'atteindra pas non plus ses capacités cognitives, contrairement à la maladie de Parkinson qui, à un moment donné, va vraiment atteindre les autres structures du cerveau qui vont faire que la personne va vraiment changer au niveau de la personnalité et des capacités cognitives. Nous avons ici un tableau comparatif de symptômes, si on veut, qui permettent de définir si la personne est atteinte ou non de la maladie d'Alzheimer. C'est pas juste avec ça que vous allez pouvoir diagnostiquer chez un de vos proches la maladie d'Alzheimer, mais ça peut sonner une cloche. Et surtout, moi je me dis la cloche que ça peut sonner chez vous ou chez un de vos proches, tu ne l'as pas. C'est normal. Et où la marge entre la normalité et la normalité, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter? Ben, c'est un peu ça que ça nous présente, ce tableau-là. Je vais y aller point par point. On va trouver des exemples associés à ça et peut-être que vous-même, vous seriez en mesure d'en nommer. Si vous étiez là, vous me nommerez ça, je serais très, très, très contente. Alors bon, comportement normal. Avoir des oublis temporaires. Tu as oublié où c'est que tu as mis tes clés. Hein? Nos TDAH là, sont très forts là-dessus. Pourquoi? Pourquoi un oubli temporaire, c'est pas grave? Pourquoi cet oubli-là n'est pas grave? C'est parce que le cerveau de la personne est occupé par autre chose au moment où il produit un comportement. Et oui, la personne qui souffre de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, avec ou sans hyperactivité, son cerveau est tout le temps en train de capter une autre information on dirait qu'ils ne sont pas capables de la laisser passer, il faut qu'ils la saisissent. Alors oui, oublier où tu as mis tes clés, c'est pas grave. Tu vas finir par les retrouver ou tu fais comme, ah ben oui, c'est vrai, ah c'est vrai. Bon, plus la personne peut être stressée, plus elle peut oublier des choses. Mais les oublis de la personne qui est atteinte d'Alzheimer sont beaucoup plus importants. C'est des choses qui sont récentes, quelque chose qui vient d'arriver, qu'ils vont oublier. Je suis en train de parler à ma mère, par exemple. Je suis en train de parler à ma mère. On discute de qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Le lendemain, elle me rappelle, puis elle me dit, puis comment ça va dans ta vie? J'ai passé 2 heures à y expliquer ce qui se passe dans ma vie, puis elle ne se rappelle pas qu'elle m'a appelé. Oups là! Ma mère n'a pas l'Alzheimer, mais je vous dis bon, parce que moi, je suis quand même âgée, donc ma maman, elle est plus âgée que moi, mais si elle souffrait d'Alzheimer, ça serait ça. C'est pour ça qu'ils disent, bon, avoir des oublis temporaires, c'est un comportement normal, parce que notre esprit est occupé à d'autres choses, donc voilà. Et puis, oublier des événements récents et de façon permanente, même si je disais à ma mère, puis tu m'as appelé hier, comment la personne va tourner ça, vous pensez? Tu m'as appelé hier, je t'ai tout raconté ça. Elle savait déjà qu'elle commençait à avoir des manques, des oublis. La personne ne veut tellement pas se mettre dans l'idée que c'est peut-être l'Alzheimer dont elle souffre. Donc, elles vont, moi j'allais dire patcher le trou mémoriel, là, mnémonique, patcher le trou en disant, ben oui, je sais, c'est parce que j'avais juste encore le goût de te parler, j'aime ça te parler, j'aime ta voix, on se parle pas assez souvent. On va dissimuler cette problématique-là. C'est pour ça que parfois on attend, on découvre la maladie un peu tardivement.
Mais ces gens-là ne le font pas. C'est pas pour vous niaiser, c'est pas pour vous manipuler. Ils le font parce qu'ils sont en négation. Ça peut pas être ça. Et mais je fais quoi? Puis, mais l'anxiété monte pareil à l'intérieur d'eux. Donc, ouais, c'est un petit peu ça. Donc, des oublis? Oui. Un autre critère qui sonne l'alarme, celui-là, il va toucher beaucoup plus les tâches routinières, des choses que l'on fait dans la vie de tous les jours, qui fait que la personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle n'arrive plus à le faire. Ça ne fait plus écho en elle. Elle se pose la question, c'est quoi l'étape suivante? Voilà. Donc, mais ça peut nous arriver à nous autres aussi, d'oublier des choses, d'oublier une capacité à produire une tâche. Je donne un exemple. Si je prends un cours de guitare, c'est récent dans ma vie parce que je veux préparer ma retraite, je prends un cours de guitare. Le professeur m'a montré comment positionner mes doigts, m'a montré certains éléments de lecture de musique. Il se peut qu'en arrivant chez moi, si je ne pratique pas immédiatement ça s'estompe un peu. Puis je me dis, c'était-tu vraiment ça qui m'a dit, bon, je vais me raviser, puis je vais retrouver cette information-là quand même. Mais c'est normal. À l'âge que j'ai, l'imprégnation dans la mémoire à long terme est plus difficile. Mais c'est une tâche difficile, c'est nouveau pour moi, là. Cette activité-là est nouvelle pour moi. Et il faut que je l'intègre. C'est normal que ça soit un petit peu plus long que si c'était mes enfants qui, eux, petite jeunesse, sont capables, vous autres, petite jeunesse, êtes capables de faire ça. Donc, non, chez la personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, pour elle, ça va être des tâches toutes simples, habituelles. Le pâté chinois de grand-maman ou, je sais pas moi, son gâteau, Reine Elisabeth. Bon, dans la procédure de faire le gâteau, elle va oublier des choses qui fait que ça ne fonctionnera pas. Ou elle ne poursuivra pas la confection du gâteau. Et encore là, comme je vous dis, si ça ne fonctionne pas, il est possible que la personne dissimule cet échec. Par négation, puis l'anxiété qui est en train de monter, bien sûr, à l'intérieur de cette personne-là. Un autre exemple qui illustre l'incapacité de la personne atteinte d'Alzheimer de réaliser des tâches simples du quotidien, ça pourrait être même juste mettre un collier. La personne âgée, on se prépare, on s'en va à l'église, on s'en va à la messe, donc toute belle, toute coquette, veut mettre son collier, mais ne se rappelle plus comment mettre le collier, comment détacher la petite patte de crabe, puis que ça va aller derrière son cou, puis on va l'installer. C'est même pas une question de mobilité. C'est comme, je sais que ça va là, mais je ne sais pas comment on l'amène là. Donc, elle peut se le forcer sur la tête et faire éclater le collier. Ça. Puis encore là, ça peut aller encore plus loin. À un moment donné, c'est dans toute la procédure pour s'habiller. Ça, je mets ça comment? Okay? Comment on fait pour enfiler un pantalon? Voilà. Essayer justement de l'enfiler par le bras plutôt que par la jambe, même s'il veut avoir ça au bas du corps. Donc là, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est avancé dans le cas de la maladie. Un autre exemple, j'ai un oncle de mon père. Fait que là, je dis un oncle de ton père est vieux, t'es vieille, bon. Donc, il est pas mal vieux. Lui, on a diagnostiqué son Alzheimer. Il s'est rendu au centre d'achat avec son véhicule. Il fait ses commissions. Et puis, le centre d'achat finit par fermer à un moment donné. 9h, le centre d'achat est fermé. Le monsieur était resté dans la voiture, sans bouger. Alors là, bien sûr qu'il y a des policiers qui sont passés où les gens ont dit, il y a un monsieur qui est dans sa voiture, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait là. Toc, 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 les policiers. Bonjour monsieur, que se passe-t-il? Ben, il a tout bonnement dit, il dit, je veux retourner chez moi, mais je ne sais plus comment partir ma voiture. Au pelail, il conduisait encore, vous vous imaginez? Il a dû se perdre une couple de fois dans le quartier, puis personne ne le savait, là, parce que ça aussi, c'est un autre élément. On va y revenir. Le sens de l'orientation peut être affecté par les débuts de la maladie. Et oui, on a tous la difficulté pas tous la difficulté à s'orienter. Il y a des gens qui sont vraiment bons. Ils ont vraiment une boussole dans la tête, là. Même dans une nouvelle ville, arrivent facilement
à se replacer, savoir dans quelle direction ils s'en vont, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais donc, me perdre dans une ville inconnue, pour moi, ça fait partie de ma destinée, et mon éternelle destinée. Voilà. Mais me perdre dans mon propre quartier, non. Qu'est-ce qui se passe chez cette personne-là? Qu'est-ce qui arrive? On va dire, je vais l'appeler grand-papa. Grand-papa s'en va prendre une marche. Habituellement, il s'en va au parc. Après ça, il revient ou il passe par le Tim Hortons, il ramasse un café, puis il s'en revient, il boit son petit café. Là, il est parti habituellement sa petite run de café. Ça lui prend à peu près une demi-heure. 45 minutes, on va y en donner un peu plus. 45 minutes. Là, ça fait 2 heures. Il n'est pas revenu. On commence à s'inquiéter. Il finit par arriver. Piouf! Mais où t'étais? Il n'y a pas de cellulaire. Hein? Où t'étais? Où t'étais? Ah, ben, je t'ai arrêté au parc, là. Je t'ai arrêté au parc, j'ai bu mon café, il y avait des canards là, j'ai jasé avec quelqu'un. La personne va dissimuler. Dans les faits, c'est pas ça, là. Dans les faits, elle s'est peut-être même pas rendue au parc, peut-être même pas allée chercher son café. Mais, et l'anxiété, l'angoisse de savoir que je ne sais plus où je vais. Je veux retourner chez moi, mais je ne sais pas c'est où pour revenir chez moi, alors que c'est un milieu qui est connu. Ça, c'est un signe très important. Et vous voyez encore une fois, la personne va tenter de dissimuler cette lacune-là par négation. Je vais vous parler de distraction maintenant. Êtes-vous facilement distrait? On dit oui, ça dépend de nos traits, ça dépend de qui on est. Il y a des gens qui se font distraire facilement. Il y en a qui ont l'hyperconcentration, puis on ne peut pas les déranger avec n'importe quoi. Une bombe nucléaire saute à côté, puis bon, ils sont encore capables de le lire. Ils sont passionnés par leur livre de psychologie. Ils sont dedans. Bon, là, je vous parle de distraction mineure. Si moi, je suis en train de surveiller mes petits-enfants qui jouent au parc, et puis que je suis en train de lire, puis momentanément, ben, j'ai plus l'œil sur Lucas, puis Lucas m'arrive dans le dos, puis il fait « Hey, grand-maman, viens, on va faire ça. » Hey, là, je vais faire comme « Merde, je l'avais plus sous mon regard. J'ai été distraite. Je devais le surveiller. Hey, là, je ferme mon livre. Envoie le livre dans sa coche. » Puis on surveille les enfants pour pas qu'il arrive quelque chose, même si c'est pas un milieu qui est dangereux. Donc ça peut arriver à beaucoup de gens. L'autre élément qu'ils ont mis là, ça me parle beaucoup. Hein. Ça me parle beaucoup parce que j'ai déjà vu une personne qui était atteinte d'Alzheimer, effectivement. Donc, oublier qu'on doit s'occuper d'un enfant et quitter la maison. Ça, c'est quand même cute, pareil, comme formulation. Donc, la grand-mère, on lui avait dit, on t'amène les enfants demain à 8 heures, le temps que j'aille à mon rendez-vous. Parfait, amène-les. Oups, finalement, la grand-mère est partie. Elle est partie faire des commissions ailleurs. Elle a oublié que la veille, elle s'était entendue là-dessus. Puis là, je parle d'une personne qui ne consomme pas des substances qui font perdre le fil. Non, non. Dans mon quartier, il y a quelques années, prends le bas de combat. J'ai une de mes voisines qui, vite, madame, je vais dire juste madame une telle, elle a été distraite, et puis les enfants, un enfant de 3 ans, un enfant de 5 ans, ils sont plus là, on les cherche dans le quartier, ils sont sortis de la maison, personne ne les a vus, on a peur qu'ils se soient fait kidnapper. Alors, on était plusieurs dans le quartier à être à la recherche des enfants, jusqu'à ce que, bon, quelqu'un fasse appel, bien sûr, aux parents, là, parce qu'on pensait qu'on les retrouverait rapidement. Et puis les parents disent non, les enfants sont chez nous. Ils sont pas. Là, c'est plus rien qu'une cloche, là, c'est l'alarme qui sonne. Donc, la grand-mère, angoissée, était convaincue que cette journée-là, elle gardait les enfants, puis qu'elle était dans sa cour, assise sur sa balancelle, puis que les enfants s'étaient évaporés, avaient quitté les lieux. Voilà. Placez des articles de la vie quotidienne au mauvais endroit. Si vous n'avez jamais placé quelque chose à un endroit qui n'est pas la place qui devrait être, vous êtes un génie. La plupart des gens d'entre nous, ça va arriver, pas rien qu'une fois, ça va arriver assez souvent, qu'on va mettre quelque chose à une place que c'est pas supposé l'être. Dernièrement, je l'ai su parce que j'ai retrouvé dans mon tiroir à Tupperware. On a tous un tiroir à Tupperware. J'ai retrouvé un plat dans lequel il y avait un merveilleux fromage tout moussu qui attendait tout bonnement qu'on vienne le chercher. Eh oui. Donc,
Pourquoi? J'ai pas Alzheimer pour ça. C'est dans le contexte que j'étais en train de me livrer à une activité dans laquelle j'étais distraite. Je suis en train de faire ça, mais je pense à, OK, là, je vais partir, il faut que j'aille au cégep, il faut que j'aille, ou faut que je passe au bureau de poste. Plic, je mets ça là, et au lieu de le déposer dans le réfrigérateur, je le remets dans l'endroit où est-ce que j'avais pris le plat. Tout simplement. C'est acceptable. Pourquoi tu dis c'est acceptable? Parce que c'est dans la cuisine. Je peux aller porter ce plat-là dans mon tiroir à bobettes. Vous comprenez? Là j'aurais un sérieux problème. Surtout s'il y a plein de plats de fromage dans mon tiroir à bobettes. You! L'orientation n'est pas très bonne non plus, là. Donc, c'est un peu ça. L'exemple qu'on vous met ici, montre-bracelet dans un aquarium, mais je pense qu'elle ne marchera plus. À moins qu'elle ait vraiment waterproof, là. Donc, c'est ça. Un matin, ça, là, je me suis quasiment claqué d'en face. Oui, on est endormi le matin. On peut être distrait, on peut être endormi aussi. Je me prépare un café instantané. Je sais que c'est pas bon du café instantané, mais je me prépare un café instantané. Je suis en train de déjeuner en même temps. Ben, je prends l'eau, la bouilloire, et puis je verse l'eau dans mon pot de beurre d'arachide. Ah, magnifique. En tout cas, le beurre de pinot a été très souple. Je l'ai vu, je me suis vu faire. Donc, ça, c'est des distractions. C'est pas intelligent. C'est pas intelligent, non, mais c'est parce que ton esprit s'occupe ailleurs. C'est pas de l'Alzheimer. C'est sûr que j'ai pas laissé ça là. J'ai fait un smoothie. Ben, pas un smoothie comme un smoothie, là, mais un smoothie beurre de pinot. Oublier des mots. On peut oublier des mots complexes parce qu'ils sont inhabituels, parce que vous êtes en période d'apprentissage, puis c'est pas quelque chose que ces mots-là, vous n'utilisez pas ça tous les jours. C'est tout à fait normal. La personne atteinte d'Alzheimer, elle, va oublier des choses simples, des mots simples, des concepts tout simples. Une chaise, une table, une télévision. Comment vont dissimuler ça? Ben, encore une fois, ils vont dire, quand il arrive, peux-tu allumer la personne dit la télévision? Ben oui, c'est sûr, c'est la télévision. Hein. Ouais, j'avais le mot sur le bout de la langue. Des fois, ça m'arrive comme ça. Mais ils ne vont pas mettre l'emphase là-dessus. Là, on peut passer tout droit dans ce symptôme-là, mais si c'est répétitif, et on sait que la personne atteinte d'Alzheimer, c'est pas juste les objets, les concepts entourés autour des objets, tu as aussi les noms des personnes qui peuvent oublier leur visage ou prendre la personne pour une autre personne. Si cet homme-là, sa femme vient rendre visite, il peut penser que c'est sa fille. Donc, ça devient complexe là, au niveau de la mémoire. Là. Un dernier élément de ce tableau-là, parce qu'il y en a d'autres, eh bien, changer d'humeur. Quelqu'un qui aurait une humeur quand même relativement stable, une humeur joyeuse, subitement commencerait à être beaucoup plus agressive, beaucoup plus prompte dans ses propos. Eh bien, ça peut être un indicateur. Ça peut nous arriver à nous aussi là, de s'enflammer. On a tous notre personnalité et nos traits de caractère qui fait qu'il y en a qui sont plus prompts que d'autres. Mais dans ce cas-ci, on voit que l'humeur va changer par rapport à des situations qui ne mériteraient pas d'être aussi enflammée, par exemple, une colère. Peut-être que la personne dont je vous parlais tantôt, qui est pas capable de mettre son collier, finit par faire éclater le collier partout, va se retrouver dans la cuisine, et puis va se mettre à, moi je dis bardasser, là, mais à grogner après les autres autour. Comment ça que t'as pas fini de faire ça? Je t'avais dit de le faire. Mais c'est parce qu'à l'intérieur d'elle, elle vient de vivre un échec qu'elle n'a pas compris comment elle aurait pu résoudre le problème. Donc ça peut alimenter son attitude négative, son humeur négative. Mais pas juste ça. Il va y avoir des situations où est-ce qu'elle sent qu'il y a de référence. La personne, vous la reconnaissez plus. Elle n'est plus aussi joyeuse qu'avant. Est-ce que ça peut être positif? Est-ce qu'elle peut devenir positive? Oui, elle peut devenir positive. Elle peut devenir même infantile. Et puis, infantile, puis elle peut avoir des propos aussi grossiers. Faire des blagues de cul inappropriées. Ça, c'est un peu embêtant. Mais quand on sait que c'est lié à la maladie, il vaut mieux en rire qu'en brailler. L'évolution de la personnalité. Vous allez me dire, oui, mais la personnalité, c'est quelque chose de relativement stable chez l'individu.
Oui, vous avez parfaitement raison. C'est pour ça qu'on dit relativement stable. Elle va toujours être appelée à se modifier, notre personnalité, mais légèrement au fil du temps. À partir de l'adolescence, début jeune adulte, on a la structure de base. Rappelez-vous le Big Five, les 5 facteurs de personnalité qui ont été présentés par Costa et McRae. Eh bien, parmi ces 5 facteurs-là, on a remarqué qu'à partir de l'âge de 60 ans, il y en a qui vont avoir augmenté et il y en a d'autres qui vont avoir diminué de ces traits-là. Oui, parce que, rendu à cette étape de vie-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a un bond en avant qui a fait, donc on va pouvoir remarquer ça. Par exemple, tout ce qui est ouverture à l'expérience, eh bien, elle a tendance à diminuer. Ah, mais pourtant, c'est beau, ils ont l'esprit ouvert. C'est pas juste esprit ouvert, voyez-vous. L'ouverture à l'expérience, c'est qu'ils vont se contenter beaucoup plus facilement de ce qu'ils vivent au moment présent. On se projette moins dans l'avenir, dépasser 60 ans. On peut avoir des projets, mais ce ne sont pas des projets aussi grandioses, pas autant de désir de vivre de grandes expériences, parce qu'il n'en reste pas beaucoup en avant par rapport à ce qui est en arrière. Voilà. Ça expliquerait en partie le fait que, bon, l'ouverture à l'expérience va diminuer, mais il n'en souffre pas. Okay. La tendance au névrosisme, ça aussi, c'est quelque chose qui va diminuer. Puis le névrosisme, rappelez-vous, ce sont les traits dépressifs, les traits anxieux, de la timidité, une certaine vulnérabilité. C'est une très bonne nouvelle de voir que ces éléments-là ont tendance à diminuer. Donc, ça va créer chez la personne plus de stabilité émotionnelle, plus de calme aussi. Toutefois, le meilleur prédicteur de bien-être chez une personne qui avance en âge, bien-être par rapport à sa personne, par rapport à ses traits de personnalité, c'est encore là le névrosisme. Si la vie de cette personne-là était déjà teintée d'un haut niveau de névrosisme, je n'aime pas ce mot-là, c'est pas beau, hein? Le névrosisme. Bon, personne qui était très anxieuse et très dépressive, ne peut pas vous attendre que, hey, rendu à 60 ans, ça y est, hein, il est fini, plus jamais de dépression, plus anxieux. Non, ça va être, ces traits-là vont être encore là. Même s'ils diminuent un peu, ça ne sera pas assez pour que ce soit remarquable. Les personnes-là vont quand même avoir de la difficulté à assumer les événements de la vie, du reste de la vie qui s'en vient. Alors ça, c'est une partie là, de traits qui est modifiée. Il y a des traits qui s'atténuent, mais il y a aussi des traits qui prennent de l'expansion. Quand on pense à la confiance en soi, la cordialité, la droiture, la stabilité émotionnelle, pour ces personnes-là, c'est ça qui va être en augmentation. Donc, on va toucher les volets beaucoup plus ouverture à l'expérience et extraversion. Okay. Ça ne sera pas phénoménal, mais ça va être assez significatif pour que la personne elle-même dise « Je me sens mieux aujourd'hui avec qui je suis plus en paix avec qui je suis et avec les autres. » Rappelez-vous Erikson, quand il parle d'intégrité et désespoir, eh bien, on verrait cette représentation-là à travers des traits de la personne puis comment ils ont évolué. Intégrité, ça serait augmenter les traits que je viens de nommer, et désespoir, ça serait de se retrouver dans davantage de névrosisme, si vous voulez. Notre ami Erikson, Erik Erikson, vous vous souvenez? On est rendu à la dernière crise. Rappelez-vous, dans ces crises-là, il y a un volet positif puis un volet négatif. Pour chacune des étapes de la vie de l'individu dans son développement, il faut que majoritairement il y ait du positif et peu de négatif, mais il ne peut pas y avoir juste du positif, c'est impossible. Un petit peu de négatif à l'intérieur de ça. La 8e crise, qui est la dernière, intégrité du moi versus désespoir. Qu'est-ce que c'est que l'intégrité du moi? Bon, c'est ces périodes durant laquelle la personne accepte la vie qu'elle a menée ainsi que sa mort prochaine. Donc, quand cette personne-là, elle regarde dans le rétroviseur de la vie, je trouve ça tellement beau, rétroviseur de la vie, elle se dit « Hey, j'ai bien fait, je suis bien, je suis en paix avec moi-même. J'ai fait de mon mieux, puis j'ai eu une belle vie. J'ai eu une belle vie. » Puis quand on dit belle vie, ça ne veut pas dire une vie de quelqu'un fortuné, là, mais il est satisfait de ses enfants, même s'il n'a pas eu d'enfants,
qu'est-ce qu'elle a accompli dans sa vie. Pour elle, elle a fait « j'ai bien fait, je suis prêt à partir en me disant « devoir accompli ». Donc ça, c'est l'intégrité du moi. Il y a des personnes, cependant, qui peuvent sombrer dans le désespoir. Et ces gens-là, c'est parce qu'ils ont beaucoup de regrets. Il y a des choses qu'elles n'ont pas faites, il y a des choses qu'elles ont mal faites aussi auprès de leurs proches, au niveau du travail. Il peut y avoir de la honte. Je n'ai pas à nommer des éléments, mais quand la personne regarde sa vie, elle se dit « si j'avais su » ou « j'aurais donc dû ». C'est pas ça qui tourne en boucle dans la tête de cette personne-là. On peut tous, rendus en âge avancé, avoir de petits regrets. Donc, c'est dans la version désespoir, des petits regrets. Parce que si je ne m'étais pas séparée, il ne serait pas arrivé ci, puis il ne serait pas arrivé ça. Bon, des petits regrets, moi, je dis, bon, finalement, ça a été une bonne chose. On arrive toujours à combler le petit regret par un bon déroulement positif dans la vie. Là. Ben, cette personne-là, elle ne souffrira pas de désespoir. Elle va donner un sens à chaque chose, bonne comme mauvaise. Les mauvaises choses vont prendre un sens positif. Donc, elle est en intégrité. Là, je vous ai mis la photo de Clint Eastwood. C'est pas mon idole, mais ça me fait penser à quand j'étais très jeune et qu'on écoutait les films de cow-boy. C'était un très bel homme, très vigoureux. Et puis, il a fait des films. Il est réalisateur, scénariste, en tout cas, jusqu'en âge avancé. Cet homme-là est encore très actif. Puis j'imagine, je ne peux pas l'interroger, là. Si vous trouvez un moyen de faire une entrevue avec moi, dites-le moi. Là. Je pourrais demander comment ça va au niveau des stades d'Erickson. Tu te débrouilles-tu pas pire, intégrité? Qu'est-ce que bien vieillir? Eh bien, il y a des chercheurs qui se sont penchés là-dessus, ont interrogé des gens, ont observé des gens, pour en arriver à développer des théories du vieillissement réussi. Je vais vous les présenter, il y en a 4. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y a une combinaison de tous ceux-là, finalement. C'est un peu comme dans beaucoup de domaines de la psychologie. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour certaines personnes, cette théorie-là s'applique à leurs conditions de vie et ils vieillissent bien, ils vieillissent heureux. Pour d'autres, c'est une autre. Alors, je vais commencer par la théorie du désengagement. Ça le dit. Théorie selon laquelle le vieillissement réussi est caractérisé par le retrait mutuel de la personne et de la société. Ça veut dire que la personne se désengage, se désinvestit sur le plan du travail, au niveau des relations. Il se calme, il s'en va dans sa grotte tout doucement pour justement aller se verser et fumer sa pipe. La société, bon, ben, lui, il se désengage, mais la société aussi, par rapport à lui, on ne lui en demande plus. On ne demande plus d'être un travailleur acharné qui va travailler 12 heures par jour. Là. Donc, il se tasse tout doucement. Donc, on dit ce retrait représenterait une condition universelle du vieillissement. C'est ce qu'on pensait, que toutes les personnes, à un moment donné, avant la mort, se retiraient, puis c'est ça qui était bien. L'autre théorie qui s'oppose, c'est la théorie de l'activité. Selon celle-là, le vieillissement réussi suppose que la personne âgée demeure la plus active possible. C'est ne lâche rien, bouge, inscris-toi à des cours de yoga, va dans des clubs de lecture, joue au bingo, sors, fais-toi des amis, garde des liens avec le plus de monde possible. Encore là, celle-là va faire que pour certaines personnes, ça va être sa meilleure façon de vivre son vieillissement. Cette personne-là dit, moi, faut que je gigote. Faut que je gigote. Je vais rencontrer des gens, on va s'occuper de moi, je vais m'occuper des gens, je vais faire du bénévolat. Tu sais. Il y en a même qui vont retourner travailler. Au Tim Hortons, vous avez peut-être déjà vu des personnes assez âgées, mais pour eux autres, c'est la théorie de l'activité qui leur procure un sentiment de bien-être et d'accomplissement. La théorie de la continuité, celle-là, je l'aime bien. Peut-être parce qu'elle va me ressembler. Qu'est-ce qu'on y voit? C'est une théorie selon laquelle le vieillissement réussi suppose que la personne maintienne un équilibre entre la continuité et les changements, aussi bien sur le plan des structures internes que sur le plan des structures externes de la vie. Donc, cette personne-là, elle poursuit la vie qu'elle vivait avant, où elle peut faire des ajustements, mais ce qu'elle veut,
c'est rester elle-même à travers tout ça. Là, vous allez me dire, la théorie de la continuité, ça fait que pour être bien, il faut qu'on ait les moyens d'être bien. En effet, c'est peut-être un petit peu un défaut de celle-là. Ici, on voit deux personnes âgées, fiesta, party, peut-être que toute leur vie, c'était comme ça, peut-être pas non-stop, parce que si t'es tout le temps fiesta, party, ça va pas bien dans ta vie après. Mais chaleureux, il y a du monde avec nous autres, donc c'est de l'activité. Mais ils trouvent un moyen aussi, à un moment donné, de laisser tomber des situations sociales qui ne les nourrissent pas. Moi, ce que je veux faire le plus, c'est voyager, par exemple. Donc, si tu te mets à voyager, c'est quelque chose que tu aimais, que tu connaissais déjà, tu vas voyager, tu vas partir, nos snowbirds, là, qui partent tout l'hiver, ils rencontrent des gens, donc ils sont dans l'activité, ils vont faire perdurer cette structure externe-là qui est le voyage, parce que à l'intérieur d'elle, ça nourrit leur besoin de liberté. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'affaire. Une autre théorie, cette théorie-là, en fait, optimisation sélective et compensation, OSC, moi, je l'aperçois plus comme une façon de voir le vieillissement réussi, mais à l'intérieur des autres façons. C'est comme une théorie dans une théorie. Qu'est-ce que c'est? Bon, on se dit amélioration de tout le fonctionnement cognitif en utilisant des habiletés plus fortes pour compenser celles qui ont décliné. Donc, cette théorie-là dit que la personne, si elle a moins d'habileté dans quelque chose, bien, elle va mettre plus d'accent sur autre chose pour compenser. Si cette dame-là, avec son mari, c'était l'horticulture, puis elle mettait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps là-dedans, puis il y avait des jardins incroyables, ben il se peut qu'elle réduise tout doucement la grosseur de son jardin, premièrement, mais qu'elle se consacre davantage au tricot, chose qu'elle avait peut-être mis de côté. Donc, elle va compenser le temps passé dans le jardin pour mettre autre chose, parce que là, elle s'en va vers, bon, je vais être plus à l'intérieur, tout doucement, je me glisse vers ça. C'est aussi un peu la théorie du désengagement, parce que la personne, elle se désengage de ce qu'elle faisait habituellement à haute intensité. C'est la théorie de l'activité, parce qu'elle reste aussi active. Alors, c'est une théorie qui va partout. Le développement socio-affectif de la personne adulte, un élément central, c'est la retraite. Parce que là, on parle de gens qui ont 65 ans et plus. Pour certains, la retraite est déjà prise depuis un certain temps. Parce qu'ils ont eu cette facilité-là, ou parce que c'était un choix, puis ils étaient préparés. Certains, c'était un choix qui était peut-être prématuré pour eux, puis doivent se réajuster par rapport à leur nouveau mode de fonctionnement sans être au travail. Donc, ça peut être positif ou négatif, la retraite pour les gens. À 65 ans, bien, on dit qu'il y a un nombre croissant de personnes qui vont continuer de travailler. Pour eux, la retraite, c'est pas quelque chose qui arrive comme un claquement de doigts. Donc, ils vont continuer de travailler, réduire le nombre d'heures de travail, surtout si c'est des gens qui sont, par exemple, des dirigeants d'entreprise. Avant de léguer toutes les parts de l'entreprise, de laisser quelqu'un reprendre le flambeau, ils vont choisir de rester dans l'entreprise, réduire les heures. C'est un des modes qui peut être choisi pour des personnes. Tout dépend des contextes. Donc, ils vont jouer le rôle de mentor pour la génération suivante qui va prendre la relève, mais pour eux, ils veulent continuer de s'impliquer dans l'entreprise parce que c'est un peu comme leur bébé, l'entreprise. Les facteurs qui peuvent influencer la qualité de la retraite, ben, ce sont les suivants. La santé des personnes. On marque la personnalité, je vais revenir là-dessus. Le statut socio-économique et le climat socio-relationnel. On va commencer par la santé. Si quelqu'un doit cesser de travailler parce qu'il y a des problèmes de santé, eh bien, il se peut que la retraite soit pas vue sous un bon jour. Ce que ça dit, c'est que tu arrêtes maintenant parce qu'il faut que tu prennes soin de ton corps, parce que ton corps est en train de t'abandonner. C'est le cas de mon père qui a dû cesser sa pratique en dentisterie parce qu'il était atteint d'un cancer. Il aurait préféré prolonger son travail même pour ensuite
y aller tout doucement, laisser léguer le flambeau à quelqu'un d'autre, mais il a dû arrêter de façon prématurée. Donc, est-ce que ça fait une belle retraite? Ça fait une retraite laquelle la personne, oui, veut profiter de la vie, mais elle a toujours, on dit au-dessus de la tête, un couperet, qui est une maladie qui va entraîner la mort. Alors, ça fait une retraite, mais elle est pas comme on pense. Hein? Beaucoup de gens disent, ah, ces petits vieux-là, hein, qui sont à la retraite, ah ouais, il y a le Winnebago, ils sont partis en Floride, tout ça. Ben, c'est pas tout le monde qui est dans cette situation-là. Même ceux qui auraient les moyens de partir faire des snowbirds, ça veut pas dire qu'ils ont la constitution physique actuelle pour le faire. Bon, le statut socio-économique est impliqué aussi. Les gens qui ont de l'argent de côté, c'est plus facile pour eux de vivre de belles expériences, puis des expériences diversifiées, que ceux qui, toute leur vie, ont dit « ils en arrachent ». Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui en arrache toute sa vie, financièrement, qui va avoir une moins belle retraite que quelqu'un qui en a beaucoup fortuné, vous comprenez? Qu'est-ce qui va être le nœud de tout ça? C'est beaucoup plus le climat socio-relationnel. Puis aussi la personnalité qui est là-dedans. De qui tu es entouré? Comment tu la voyais, toi, ta retraite? Qu'est-ce qui te fait triper? Ton plan, c'est quoi? Puis, est-ce que ça correspond à ton plan? Est-ce que ton plan est réaliste? Vous voyez? Donc, quelqu'un qui pourrait être très fortuné, mais qui, dans son plan, quelque part, avec l'argent, oui, c'est accessible, mais la machine physiologique ne suit pas, il risque d'être très, 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 très déçu de ce qu'est la retraite. Ça ne correspond pas à ses attentes. J'ai souligné le point de la personnalité. En fait, notre Big Five, il y en a parmi ces gens-là qui ont le trait très, très prononcé, qui est bien sûr l'ouverture à l'expérience, donc vivre de nouvelles émotions. Il y a des gens aussi que c'est l'extraversion, puis l'aspect aussi sociabilité, qui est très, très présent dans leur vie au quotidien et qui veulent poursuivre. Quand on parle de continuité, ça peut être ça. Donc, comment ils vont vivre la retraite? C'est toujours le même questionnement de base. Est-ce que ce que je m'apprête à vivre correspond à mes attentes? Plus cet écart-là est mince, plus la personne va être heureuse. Plus c'est réaliste et plus la personne va être heureuse. Donc, c'est pas juste un contexte économique. Bon, c'est sûr que quelqu'un qui est vraiment très, très défavorisé financièrement, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il soit très, très épanoui. On dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». C'est vrai, mais l'argent, ça peut aider quand même à combler des lacunes dans le développement, dans la vie au quotidien. Là. Les relations interpersonnelles, premier point, la relation de couple. Ce qu'on a noté, les adultes d'âge avancé mariés sont plus susceptibles de se déclarer satisfaits de leur vie de couple que les adultes d'âge moyen. Quand on y pense, on peut se dire, c'est quoi, ils ont abandonné? Ils se sont battus, se sont confrontés, toutes les battues, il ne faut pas exagérer, là. Ils se sont confrontés tout le temps de leur vie, donc ils ont abandonné, puis regarde, on va rester ensemble. Non, je vous parle vraiment de satisfaction. Parce que ces gens-là ont été capables de négocier au fil du temps. Ils se connaissent et l'amour s'est transformé. Quand on parlait avec le modèle de Sternberg de l'amour-amitié, ça veut dire que la passion elle a diminué. Disons que la passion n'est plus sur la génitalité, si vous voulez. Donc, il y en a encore de la passion. De l'intimité, ça, il y en a beaucoup plus. Ils se connaissent par cœur. Et de l'engagement, c'est ce qu'ils se disent. On a traversé tout ça. Pourquoi on arrêterait ça là? Voilà. Donc, on continue. Ils sont capables beaucoup plus facilement de négocier les conflits. Parce que les personnes se disent, ah, je le connais tellement, je sais tellement qu'est-ce qu'il va faire après. Bon, je vous donne un exemple, je prends l'exemple de mes parents. Mon père pétait des petites coches une fois de temps en temps, il était très mèche courte, comme on dit. Et puis, bon, disons que c'est ma mère qui mangeait c'est pas la volée, une volée verbale. Okay? Son côté bourru, c'est elle qui le subissait. Puis, il s'éclipsait pendant un bout de temps. Alors, mais ce qu'elle me disait, c'est que tu acceptes ça,
Si tu es capable d'endurer ce genre de crise-là, elle dit, je le connais très bien. Elle dit, je sais que quand il va revenir, il va s'en vouloir, il va s'excuser, puis il va dire que j'avais raison. C'est ça, ils se connaissent, les personnes se connaissent. C'est pas une raison de faire des éclats de douleur, là, de confrontation douloureuse. Un couple qui fonctionnait pas bien avant va pas se mettre à bien fonctionner rendu en âge avancé non plus, là. Tu dis, est-ce qu'ils vont être encore là? Possiblement que non. C'était déjà... Mais on va voir beaucoup plus rarement des divorces, des séparations quand les personnes sont rendues dépasser 65 ans. Tu dis, oui, oui, j'en ai vu. Oui, mais c'est souvent des nouveaux mariages, des nouvelles relations qui datent encore de quelques années. Vous savez, un nouveau couple, c'est pas un couple jeune nécessairement. Nouveau couple, c'est quelques années. Donc, si on s'engage trop rapidement avec quelqu'un qu'on connaît peu, même si le rêve amoureux et de perfection est là, il se peut que ça s'accorde pas du tout avec la réalité. Puis ce couple-là, même si c'est des gens de 65 ans et plus, ils vont divorcer, ils vont se séparer. Bon. On sait qu'il y a de plus en plus de couples de personnes âgées qui ne vont pas s'engager dans le mariage. Et il y a quelques années, c'était très mal vu. Parce qu'en arrière de ça, il y avait la religion. Il faut officialiser le lien. Puis on ne s'imagine pas que grand-maman peut avoir un chum. Okay? La notion de chum, c'est associé beaucoup à... Ils sont ensemble pour la sexualité. Qu'ils soient ensemble pour la sexualité, ou pour la complicité, puis pour l'engagement, ça les regarde. Ils font le choix de ne pas se marier. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. On a moins ce regard-là. Puis ça évolue quand même rapidement. Les différentes formes de couple, d'acceptation dans le couple évoluent rapidement. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup d'éléments pour être satisfaits dans la vie de couple. C'est eux qui vont se retrouver beaucoup plus en situation de solitude que ceux qui, on dit, ils vont s'accommoder facilement d'une situation. Mais ceux qui s'accommodent facilement d'une situation, ce sont les gens qui vivent autre chose en dehors du couple, qui ont des amis intimes, dans le fond, là, qui vont avoir leur bagage, leur réservoir d'amour est rempli par d'autres personnes. C'est pas juste le partenaire de vie qui doit remplir tout ce réservoir d'amour-là. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est un petit peu ça. Les relations avec les enfants adultes maintenant, bien, ce sont des adultes d'âge mûr qui vont être les enfants des personnes qui sont adultes d'âge avancé. Certains, ça va être des jeunes adultes, mais pour une bonne proportion, ça va être des adultes d'âge mûr qui vont être les personnes avec lesquelles ils vont interagir encore. Le lien parent-enfant peut même se transformer dans cette période-là, surtout si le parent a des difficultés fonctionnelles. Une dame, bon, elle est atteinte d'une maladie dégénérative, eh bien, qui va prendre soin d'elle? Oui, elle va se retrouver dans un centre, possiblement dans un centre pour personnes âgées, mais l'aidant naturel, la ressource, parce qu'ils ne vont pas toujours avoir leurs parents à la maison, il y en a que oui, ils vont garder leurs parents jusqu'à la fin de la vie de ces personnes-là, puis je leur lève mon chapeau parce que c'est un geste d'une grande dévotion extrême. Ça prend beaucoup d'amour, parce que quand tu as un parent qui tombe malade, c'est comme ton pilier qui est en train de s'écrouler, sur lequel tu peux te reposer. Là, tu vois que non, c'est toi qui es devenir le pilier pour cette personne-là. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, mais ils ont besoin de répit aussi. La personne d'âge mûr qui s'occupe d'un parent âgé a besoin des temps pour prendre une petite distance par rapport à son parent, parce que prendre soin d'un parent âgé, ça implique tous les soins de base. Donc, les soins de base, ce sont les soins corporels, alimentaires, le bain, par rapport aux sorties aussi, on doit s'occuper d'eux pour les guider dans les différents rendez-vous qu'ils ont à faire. Il faut les accompagner, ça je veux dire, les accompagner dans leurs rendez-vous. Souvent, si je dis on, la personne d'âge mûr, on doit prendre la parole parce qu'eux ont soit la difficulté auditive à comprendre les questions qu'on leur pose ou tout simplement, ils s'en remettent à l'enfant d'âge mûr pour prendre soin d'eux. Et c'est, quelque part, c'est quelque chose qui est normal. Qui se passe, qui va se passer. Mais bien des personnes qui sont très âgées n'ont pas besoin de
que leurs enfants soient là pour eux. Eux, je dirais, sont chanceux. Des fois, on fait notre chance, là, mais autonomes, très actifs, amoureux de la vie, bonne santé. Les enfants de ces personnes-là, ben, le pattern reste comme d'habitude. C'est pas l'enfant qui va s'occuper du parent, mais il se prépare quand même. L'enfant d'âge mûr va quand même se préparer à dire un jour, je sais qu'il va falloir que je sois là, parce que là, maman va très bien, elle est très autonome, tout ça, mais j'ai vu qu'il commençait à y avoir des petites problématiques au niveau de sa mémoire, au niveau de sa mobilité. Ça va être ça, puis je veux surtout pas qu'elle se blesse. Donc, on va être là en mode de conseil, accompagnement, puis éventuellement, c'est là que les personnes vont faire le choix. Est-ce que j'accueille chez moi mon parent ou je trouve un établissement, puis je reste présent autrement. Et ça dépend de plusieurs autres facteurs. Si la personne d'âge mûr est encore sur le marché du travail, elle ne peut pas être à temps plein pour son parent âgé. Alors, vous voyez, c'est tout ce système-là. Puis combien d'enfants qu'on est dans la famille? Les familles de 15, là, ça fait pas mal de relais. Il y en a qui ne veulent pas s'investir, mais investissez-vous pas, il en reste quand même quelques-uns pour être proche du parent. Aujourd'hui, on a beaucoup moins d'enfants. Donc, ça fait moins d'adultes d'âge mûr qui s'occupent de leurs parents âgés également. Les relations avec les frères et sœurs. Bien sûr, il faut avoir des frères et sœurs. La personne qui est âgée de 65 ans et plus, si elle a eu des frères et sœurs, ce qu'on a remarqué, c'est qu'à partir de l'âge mûr, à partir du moment, dans le fond, où est-ce que ces personnes-là n'ont plus de responsabilité face à d'autres, responsabilités concrètes. Les enfants ont terminé les études, ils sont autonomes de leur côté, eh bien, là, les frères et les sœurs vont se retrouver. Là, ils trouvent une plage horaire pour se parler, pour se rencontrer. Donc, ça peut se passer à l'âge mûr. Puis parfois, c'est plus à l'âge avancé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va retrouver nos frères et nos sœurs, puis les rivalités vont s'effacer tout doucement. Eh oui. On dit la fratrie joue un rôle important dans le réseau de soutien social des personnes âgées. C'est que si la relation a toujours été bonne, ces personnes-là se sont toujours soutenues, ils ont eu leur petite prise de bec à un moment donné, parce que plus tu restes proche géographiquement, plus tu te vois souvent, plus les mêmes rivalités que quand tu étais enfant peuvent réapparaître. Donc, ça peut être encore présent, mais tellement atténué parce que les gens se disent, ben, on n'a plus de temps à perdre avec nos petites chicanes de bébé là. Ils vont compter beaucoup sur leurs frères et leurs sœurs pour poursuivre la route. Il ne reste pas beaucoup en avant, il y en a beaucoup en arrière. Et même, on a remarqué que les anciennes rivalités, comme je le disais tout à l'heure, vont se résorber. Dans le bilan de la vie, dans le processus d'intégrité, ils vont se parler, puis ils vont dire, regarde, ça, on met ça de côté. Puis à partir de maintenant, c'est pas on repart à zéro. On repart avec nos nouvelles bases. Alors, ça devient plus apaisant, les relations frères-sœurs, quand on avance en âge. Vous allez me dire, crime, ils ont donc bien attendu longtemps. Ouais, mais la vie les a séparés, puis quelque part, c'était correct. Comme ça. Maintenant, on est prêt à refaire la paix. C'est beau quand c'est ça. Mais sinon, si la relation était toujours très, très bonne, elle ne peut pas faire autrement qu'elle l'est encore, puis même ils vont faire des projets ensemble. Projets de voyage, projets de chalet, projets de... Peu importe, ils vont se retrouver, puis ils vont être très heureux, puis ils vont se rappeler leurs souvenirs d'autrefois. Les amis maintenant, les relations avec les amis. La plupart des personnes âgées ont des amis proches. Puis moi, je vous dirais même qu'ils ont des amis proches sans trop savoir que c'est des amis proches. Eh oui, je vais vous donner l'exemple de ma grand-mère, qui, elle, avait une voisine de palier. Elle appelait toujours Madame Parent. Pourtant, Madame Parent a un prénom, puis elle l'appelait Madame Toutan. Pourtant, ma grand-mère avait un prénom. Mais elles se sont connues comme voisines de palier et c'est resté comme ça. C'est resté dans leur bonjour Madame Parent, bonjour Madame Toutan, dans leur communication. Mais pourtant, au quotidien, elles s'invitaient l'une l'autre à prendre un café, à aller prendre une marche, à aller à l'église, les belles journées ensoleillées d'être sur la balancelle. Il y avait vraiment une profonde affection l'une par rapport à l'autre sans vraiment avoir nommé qu'ils vivaient une intimité amicale. Le jour où Madame Parent
a quitté le loyer pour aller vivre dans un centre pour personnes âgées parce que c'est ce qu'elle souhaitait et ses enfants avaient préparé ce move-là important. Eh bien, ma grand-mère, elle est carrément tombée en dépression. C'était presque comme une dépression amoureuse parce que, bon, c'est une forme d'amour, l'amitié. Donc, elle perdait l'intimité, même s'il n'y a pas d'engagement avec Madame Parent. Il y a beaucoup d'intimité. Il n'y a pas de passion, mais l'intimité était, je vais lui dire bonjour. Nous sommes là à traverser la vie au même rythme. Donc, ça a été quelque chose qui a fait, moi, je l'ai fait vieillir ma grand-mère rapidement. Elle n'avait plus sa confidente. Alors, ils ont gardé contact téléphonique, mais c'est pas comme être en présence. Alors, les amitiés, chez les personnes âgées, c'est important. Les anciennes amitiés, c'est toujours celles-là qui vont être les plus importantes. Les vieux potes. Il n'y a rien qui bat les vieux potes. Parce que des nouvelles amitiés, c'est toujours possible d'en tisser. Mais il y a une vie de souvenirs. De souvenirs euphoriques, de souvenirs de défis qu'ils ont relevés. Beaucoup de choses à raconter de leur vie qui les a rejoints. Donc, des nouveaux amis, oui, mais on apprend à se raconter, puis on va se raconter au rythme où on est prêt à se dévoiler. Tandis que nos vieux potes, ils savent déjà tout de nous, on n'a pas besoin de dévoiler, on ne peut que revenir sur le passé, puis en rigoler. C'est vraiment ça. Donc, on dit les cercles, bon, celles qui ont un cercle actif d'amis tendent à être plus heureuses et en meilleure santé. Oui, d'avoir des amis, un peu comme je vous disais, si ma grand-mère avait eu d'autres amis, mais tout le monde est différent. Il y en a qui ont côté sociabilité, côté dans la sphère amabilité, extraversion. Il y en a qui n'ont pas tant besoin de ça, d'avoir une pléiade de personnes pour remplir leur vie. Mais on a quand même remarqué que ceux qui ont plusieurs amis, en tout cas, disons, le convoi social est bien rempli, sont beaucoup plus épanouis et puis vivent une meilleure vie. Les relations avec les petits-enfants et même les arrière-petits-enfants. Oui, dépasser 65 ans, je vous dirais plus aux alentours de 75-80, il va y avoir de petits-enfants. Parce que leurs enfants d'âge mûr vont avoir eu des enfants qui, eux, à leur tour, vont avoir des enfants. Donc, des 4 générations, on en voit quand même assez fréquemment. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce que les études nous révèlent? C'est que les grands-parents et les arrière-grands-parents ont un rôle important à jouer. Qu'est-ce qui symbolise pour la famille? Ben, c'est la continuité. Raconter l'histoire d'où nous venons, ça en fait partie. Puis, on dit toujours c'est la sagesse. Grand-maman, grand-papa, arrière-grand-maman, arrière-grand-papa, ils ont une valeur comme personne, mais une valeur chaleureuse, humaine. Parce que c'est grâce à toi, arrière-grand-maman ou grand-maman, que je suis là. Je suis dans ta lignée. Donc, cette prise de conscience-là se fait, et puis elle se fait pas aussi de façon prenante pour le petit enfant qui est rendu d'âge adulte. C'est sûr que je retourne souvent à mon expérience, mais bon, on a le droit de s'en servir de nos expériences. Quand j'étais une jeune adulte, j'ai étudié à l'université, puis j'allais voir ma grand-mère. Ma grand-mère est devenue ma confidente. Puis je suis devenue aussi sa confidente. Pourquoi? Parce que la barrière qui se passe entre mère et fille, elle était plus là. Pourquoi il y a une barrière entre mère et fille? Eh bien, à partir de l'adolescence, on ne veut pas nécessairement tout dévoiler à notre mère. On va le dévoiler à nos amis. On va le dévoiler à un psychologue. Mais on ne va pas le dévoiler à notre mère parce qu'on voit en cette personne-là quelqu'un qui a encore un certain contrôle. C'est pas un contrôle concret. C'est un genre de contrôle psychique de la mère. La grand-mère, elle est affranchie de ce contrôle-là. Elle est rendue à une autre étape. C'est pour ça qu'elle peut devenir une très, très précieuse confidente. La grand-mère, le grand-père. Donc, des liens importants peuvent se tisser chez ces personnes-là. Puis,
c'est beau. quelque part c'est beau. C'est beau, c'est rigolo, ça devient énergique, ça énergise la personne âgée. Et puis ça ressource la personne, le jeune adulte qui est à l'écoute de ce passé tellement savoureux que les grands-parents nous comptent, la façon dont ils nous le comptent. Ils ne nous le comptent pas en détresse ou même s'il y avait de la détresse. Ils ont toujours un baume à mettre sur ça. C'est un héritage qu'ils nous transmettent. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la qualité de la relation entre les grands-parents et les petits-enfants. Il y a certains grands-parents qui ont beaucoup d'intérêt à prendre de la place dans la vie de leurs petits-enfants et à demander à leurs enfants de céder cette place-là aussi. Donc, c'est sûr que les petits-enfants, voyant plus régulièrement les grands-parents, puis ayant du plaisir à passer des moments avec eux, ça crée des liens d'attachement vraiment très puissants. Dans d'autres cas, pour différentes raisons, ça peut être géographique. Le grand-parent demeure à 700 km du lieu de résidence des petits-enfants. Alors, ils ne se voient pas souvent, une fois, 2 fois par année. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut se parler sur Skype, sur Zoom, peu importe. Il reste que, oui, ça c'est possible, mais ça ne remplace jamais le contact physique, le contact en présence. Autre facteur aussi, c'est qu'il y a certains grands-parents qui n'ont pas d'intérêt à tisser des liens pour les petits-enfants. Souvent, ces personnes-là étaient également des personnes peu chaleureuses par rapport à leurs propres enfants. Alors, on ne peut pas s'attendre nécessairement qu'ils vont devenir amoureux des petits-enfants. Mais rien n'est impossible. Certains grands-parents portent un regard sur dans le rétroviseur de la vie, sur la façon dont ils ont éduqué leurs propres enfants et ressentent les lacunes relationnelles, et tentent de se réchapper à travers les petits-enfants. Est-ce que ça va fonctionner? Peut-être. Peut-être que oui. Peut-être que non. Mais déjà, cette démarche-là, l'intention n'est pas saine. On ne peut pas rattraper les erreurs du passé avec d'autres personnes. Voilà. Mais ça, c'est des cas problématiques qu'on va voir plus, moi je dirais, en thérapie. Bien sûr, des gens qui souffrent d'avoir eu des mauvaises relations avec leurs propres enfants et qui tentent de jeter leur dévolu sur leurs petits-enfants, ça ne sera pas nécessairement une réussite, je vous dirais. Là. Puis même pour les enfants de ces petits-enfants-là, eh bien, ils n'auront peut-être pas nécessairement le goût de laisser leurs enfants devenir le cobaye de l'amour déplacé des grands-parents. Je ne sais pas si j'emploie les bons mots, là, mais ce ne sont pas nécessairement des bonnes bases. On ne peut pas tout réparer. Oui, c'est à peu près ça que je voulais vous dire. Comme dernier sujet abordé dans ce chapitre-ci, on va parler de la maltraitance auprès de la personne âgée. La maltraitance, vous savez à peu près ce que c'est. Vous en avez déjà entendu parler dans le cadre de l'enfance, où est-ce qu'on parlait de violence physique, on parlait de violence sexuelle, on parlait de violence psychologique. Eh bien, ces mêmes thèmes-là se retrouvent aussi auprès de la personne âgée. Il y a des distinctions. Il y a des distinctions parce qu'il y a des violences qui sont faites auprès de la personne âgée qui correspondent à des violences sur un adulte, mais un adulte fragilisé. Vous voyez? On peut parler de violences économiques, des violences infantilisées. Une personne, la traiter comme si c'était un bébé alors que c'est un adulte, c'est une forme de violence qui n'est pas comparable à ce qui est vécu chez l'enfant. Alors, mais vous allez reconnaître ces thèmes-là. Quand on parle de maltraitance, on va parler de violence et de négligence. Donc, ces deux thèmes-là se retrouvent là, tout comme c'était présent aussi quand on parlait du jeune enfant. Et je vais vous développer chacun des volets de ça avec des illustrations. Elles sont inscrites ici. Vous pourrez en prendre connaissance avec plus de détails, mais je vais quand même vous souligner chacun pour avoir un petit point de référence. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Allons-y. Dans la maltraitance, ici, je vous donne les descriptions des types. On va parler de maltraitance sur le plan psychologique, de maltraitance sur le plan physique et de maltraitance sur le plan sexuel.
Je vous rappelle que maltraitance, les deux volets principaux, il y a de la violence. La violence, c'est une forme extrême de l'agression. Et puis, nous avons la négligence. La négligence, elle cause des torts aussi très importants. Elle est représentée, entre autres, par des privations, par de ne pas offrir des soins, de ne pas soutenir la personne dans des moments de détresse. Négliger, c'est ne pas se préoccuper du bien-être de cette personne-là. Alors ça fait souffrir également. Si je ne nourris pas une personne âgée qui n'est pas capable de se nourrir par elle-même, les conséquences vont être extrêmement graves. Ou si je la nourris mal, si je ne vois pas son hygiène corporelle alors que cette personne-là, elle n'est pas capable de s'entretenir elle-même pour différentes raisons, c'est de la négligence. Ça a des répercussions très importantes sur sa santé physique. Alors donc, on va commencer par maltraitance psychologique. C'est souvent, on va le voir avec, c'est des mots et ça peut être des gestes aussi, mais des gestes qui portent atteinte à l'intégrité psychique de la personne âgée, à sa propre représentation d'elle-même. Donc, on va attaquer l'estime de soi de l'individu par des paroles humiliantes, des dénigrements, des menaces. Puis quand on parle de négligence de ce côté-là, mais ça va être de ne pas répondre à ses demandes, d'être indifférent ou de faire moi je dirais, des mous, je ne sais pas comment dire des mous, c'est faire des babounes, lui faire la baboune quand il demande quelque chose, ou lever les yeux au ciel en voulant dire que qu'est-ce qu'il est en train de te demander, c'est donc bien inapproprié, ou qu'est-ce qu'il dit, c'est donc inintéressant. Ça, c'est négliger son besoin de communiquer, puis le minimiser. Donc, du chantage affectif, c'est verbal. Si tu ne fais pas ça, ben je te prive. Je te prive de mon amour, de mon aide, différentes manipulations. Un contrôle aussi de la personne en surveillant chacun de ses gestes, en lui faisant sentir qu'il est inapte à prendre soin de lui-même ou à prendre des décisions. Ça, c'est très, très dur. Alors, cette forme de maltraitance-là est vraiment psychologique. La maltraitance physique, maintenant. Bon, mais ce sont des gestes, des actions qui sont posées auprès de la personne âgée, qui sont inappropriées et qui portent une atteinte à l'intégrité physique de la personne. Intégrité, je vous le rappelle, c'est quelque chose qui est intègre, c'est quelque chose qui est complet. Mais là, on crée des failles, on crée des blessures. L'intégrité psychologique, c'est des blessures psychologiques que l'on crée. Ici, c'est dans le corps et ça peut aller très, très loin auprès de la personne âgée. Il y a parfois des personnes qui, excédées par les demandes faites par la personne âgée, une personne âgée qui peut souffrir d'une certaine démence, puis sa personnalité, elle a changé, et bien ces personnes-là, plutôt que de demander de l'aide et de se retirer de ces situations-là, mais elles vont se mettre à bousculer la personne âgée pour qu'elle se taise, pour qu'elle arrête de produire des gestes que pour elle, elle trouve inappropriés. Et puis, il y a une escalade avec des coups, on a les menaces, puis après ça, on a les coups qui sont associés à ça. Donc, les éléments qu'on a mis dans la maltraitance physique, oui, bousculer, rudoiement, des coups, des brûlures, là, vous avez dit, il y a vraiment des gens qui font ça, oui. Bon, on dit alimentation forcée. Puis alimentation forcée d'aliments qu'on sait très bien que cette personne-là ne voudrait peut-être même pas consommer. Administration de médicaments, mais à forte dose. Plus que ce qui est demandé. Je vais l'endormir un peu. Hein. Il va se calmer parce qu'il était agité. On va y passer une autre petite dose. Donc ça, c'est physique, là. Donc, c'est ça. Dans la négligence, bien, ça va être, je le prive justement de ce qu'il a besoin. Quand je parlais de nourriture, des choses comme ça, c'est de la maltraitance qui est souvent de négligence. La médication, tantôt, je vous ai dit, on y en donne plus, mais on ne lui donne pas sa médication. Donc, il peut se retrouver en état de confusion, en état de détresse, en état d'anxiété, qui est lié avec la problématique qu'il y a sur le plan de la santé physique ou même de la santé mentale. Mais qui sont les personnes qui maltraitent les personnes âgées?
On entend à quelques reprises dans les médias des drames qui se sont déroulés dans des foyers pour personnes âgées, dans des CHSLD, où c'est le personnel infirmier, les personnels de soutien qui a malmené des personnes âgées. Oui, c'est possible. Et ces personnes-là, c'est parce que s'ils font ça, c'est parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ce sont des personnes qui ne devraient pas travailler avec des personnes âgées. Parce que c'est très, très exigeant de travailler avec des gens parce qu'ils deviennent confus. Eux-mêmes peuvent devenir violents vis-à-vis le personnel. Mais il faut toujours se mettre dans l'idée que cette désorganisation-là, elle n'est pas volontaire de la part de la personne âgée. Alors, il faut être extrêmement patient. Patient, comme je dis, comme avec des enfants, mais on ne les infantilise pas. Ce ne sont pas des enfants. Patient parce qu'on doit respecter l'intégrité physique et psychologique de ces individus-là. C'est ces personnes-là qui sont nos aînés, puis qui sont peut-être plus eux-mêmes. Ils sont plus qui ils étaient et qui vivent beaucoup de frustration, peuvent être très dépressifs, très anxieux. Donc, les gens qui malmènent des personnes âgées, ben, ils n'ont pas d'affaires dans travailler dans ces milieux-là et ça doit être dénoncé. Surtout, ça doit être dénoncé. Il y a eu des tristes cas où même on a filmé des séquences où les personnes âgées étaient violentées physiquement par des intervenants du milieu de la santé et c'est criminel. Totalement criminel. Là, on parle de ces personnes-là, oui. Donc, on les retire du milieu. Mais on parle aussi, ça peut être dans la famille. Ça peut être les enfants de ces personnes âgées-là ou les petits-enfants qui jouent le rôle d'aidants naturels, mais qui le jouent mal parce qu'on les oblige à le jouer ou parce qu'eux ont des intérêts à le jouer pas parce qu'ils aiment le parent âgé, mais parce qu'ils veulent leur bien, par exemple. Ils veulent hériter de grand-papa, de grand-maman. Alors, cette tâche-là qui leur incombe, bien, ça les ennuie, ça les emmerde. Et puis, ils n'ont pas de lien affectif bon, de qualité avec la personne âgée. Puis, ils minimisent chacun de leurs gestes. Ces personnes-là sont... Donc, ça aussi, ça devrait être dénoncé si vous êtes témoin de quelque chose comme ça, peut-être même dans vos propres interventions, dans votre milieu de travail, et que vous voyez un membre de la famille qui malmène une personne âgée par un regard, par une parole. Ça peut être des petits détails. Restez à l'affût. Parce que l'escalade, souvent, elle n'est pas très, très loin. Et ce qui est dévoilé là, ça peut dire qu'en arrière, ça peut être un peu comme un iceberg. En arrière, il y a encore plus. Quand il y a des témoins, il y a moins de manifestations de violence. Mais quand il n'y a pas de témoins, ça se passe comment? La maltraitance sur le plan sexuel maintenant, oui, il y a des personnes âgées qui peuvent être victimes d'attouchements et même avoir des relations sexuelles contre leur gré par des personnes qui en prennent soin. Vous allez dire, mais c'est une aberration. Ce sont des viols, des gestes intrusifs. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'une paraphilie qui s'appelle la gérontophilie. Donc, ce sont des personnes qui ont une forme de déviance sexuelle qui fait que leur intérêt sexuel est porté sur la personne âgée. Est-ce que le gérontophile est nécessairement un abuseur sexuel de personnes âgées? Non. C'est une pathologie lourde sur le plan de la sexualité qui doit être traitée, qui doit être, moi je dirais, encadrée, parce qu'on sait que les paraphilies, c'est très, très, très difficile à traiter. Ça se contrôle. C'est à peu près ce que je pourrais vous dire. C'est un peu comme les troubles de la personnalité, ça se contrôle, mais encore là, il faut que la personne reconnaisse que la souffrance significative vécue intérieurement par rapport à leur dysfonctionnement normal, sexuel normal, ils s'éloignent beaucoup de la norme, eh bien, il faut qu'ils veuillent s'aider, ils veulent tenter de changer ça. Donc ça, ça va être, bon, il peut y avoir des personnes âgées qui vont être victimes de gérontophiles. Ces personnes âgées-là, souvent, ça va être des personnes qui ont plus conscience vraiment de ce qui se passe, qui peuvent être atteintes d'une démence. Ça peut être une étape avancée de la maladie d'Alzheimer ou de tout autre type de démence. Donc, ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui est en train de leur arriver. Et puis, ils ne peuvent pas dénoncer non plus
parce qu'il peut avoir perdu l'usage du langage. Alors, vous voyez, ça, ce sont les cas extrêmes. Mais d'autres types de maltraitance, j'ai été témoin de maltraitance d'une personne âgée. Je travaillais comme préposée aux bénéficiaires durant mes études à l'université. J'ai adoré ce travail-là. J'adorais prendre soin des personnes âgées, mais je n'étais pas gérontophile. Non, 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 vraiment pas. Prendre soin dans le sens de prendre soin qu'ils soient bien, qu'ils aient des bons soins, que je suis une personne qui avait une attitude positive. J'aimais apprendre d'eux et j'aimais soutenir leur développement. Alors, la situation qui s'est passée, c'est qu'à un moment donné, il y a un monsieur qui est Monsieur Léveillé. Monsieur Léveillé n'est plus de ce monde aujourd'hui, bien sûr. Monsieur Léveillé, il m'aimait beaucoup. Habituellement, bon, comment on répartissait le travail? On travaillait en équipe. Il y avait toujours un homme et une femme dans une équipe et les hommes s'occupaient des hommes, les femmes s'occupaient des femmes, dans la mesure du possible. Mais souvent, on manquait de personnel masculin pour s'occuper des hommes. Donc, j'avais été placée dans une équipe où je devais m'occuper des soins d'hygiène auprès d'un homme pendant une semaine. Et bon, ce monsieur-là me trouvait bien de son goût. Alors, à tout moment, dès qu'il pouvait, il s'organisait pour me glisser la main en dessous de ma petite jupe d'infirmière. À l'époque, on était habillés, je ne suis pas infirmière, mais je connais l'uniforme, qui glissait la main sous l'uniforme. Puis en disant que j'avais des belles fesses, que j'étais donc mignonne, que s'il n'était pas si vieux, il me ferait la cour, mais il me la faisait à sa façon. Là. Mais c'était déjà ce qui était déplacé, oui. J'étais très mal à l'aise par rapport à ça. Et puis, ça devenait répétitif. Quand je faisais son hygiène personnelle au niveau des organes génitaux, ben, il disait par exemple, frotte, allez, frotte-moi plus que ça, gêne-toi pas. Ça me rendait vraiment très mal à l'aise. Je suis allée dénoncer la situation auprès de ma supérieure et la seule chose qu'elle a trouvé à faire, c'est d'aller voir M. Léveillé, de le sortir de son fauteuil gériatrique et d'aller l'attacher dans son lit. Bien sûr, on m'a dit, bon, toi, tu retournes plus là, on va trouver quelqu'un d'autre. Ils l'ont attaché dans son lit pendant 2 jours. Vous voyez? Ça, je veux dire, ça, c'est de la maltraitance. Tu dis physique, oui, c'est de la maltraitance physique. Mais c'est parce qu'on n'a pas écouté ce que cet homme-là avait à dire par rapport à la privation de sa sexualité. Cet homme-là n'est pas un pervers sexuel. C'est un homme qui a des pulsions d'homme. Il n'a peut-être plus les capacités mais on n'a pas été à l'écoute de ce que lui voulait exprimer, qui ressentait des manques. Alors, on l'a puni comme un petit enfant qui fait un mauvais coup. Je vous dirais qu'à cette époque-là, je n'avais pas les moyens de défendre cette situation-là. Donc, j'ai vraiment laissé passer. Et puis, je regrette énormément aujourd'hui de ne pas avoir amené cette situation-là à un niveau plus haut dans l'administration pour que plus jamais ça se reproduise. Je ne sais pas si ça s'est reproduit à d'autres moments, mais en tout cas, l'année où j'avais travaillé à cet endroit-là, c'est arrivé une seule fois. Mais il reste que, c'est ça, c'est une forme de maltraitance parce que, bon, on ne reconnaît pas son besoin. On ne reconnaît pas qu'il puisse avoir des pensées sexuelles puis y avoir droit. Une simple discussion avec lui aurait pu changer toutes les choses puis que lui puisse communiquer comment il pourrait être satisfait dans son besoin de voir et de toucher. D'ailleurs, voir et toucher, moi, il n'y avait pas le droit de me toucher, bien sûr, il n'y a pas le droit de me toucher, c'était pas acceptable. Mais dans certains établissements, on va même refuser que les personnes âgées aient des activités sexuelles qui se rapprochent les uns des autres. Ou, si la personne elle-même souhaite s'auto-érotiser, on lui défendre de se masturber. C'est une personne adulte qui a le droit de toucher à son corps. Donc, il y a des zones vraiment, là, moi je dirais des zones grises dans certains milieux qui ne sont pas nommées. Où est-ce que ces gens-là ne pensent pas, les gens qui empêchent les personnes âgées de s'épanouir sexuellement, pour eux autres, là, c'est pas acceptable. Ça, c'est pas nommé. Il y a beaucoup de tabous autour de la sexualité chez la personne âgée, et puis c'est une forme de maltraitance que de leur priver de leur intimité ou de nier leurs besoins sexuels.
La maltraitance matérielle ou financière, celle-là aussi, on peut la voir qu'elle peut venir de la famille, de la personne âgée, qui vont administrer les biens de cette personne-là qui est institutionnalisée, puis elle l'administre de façon qui n'est pas correcte. Ils vont finalement soutirer de l'argent de la personne âgée contre son gré. Ou si la personne est institutionnalisée, bien, ils ne vont pas lui remettre suffisamment d'argent pour qu'elle ait une vie décente, ce qu'il lui doit. J'ai un ami dont le frère est institutionnalisé, c'est ça? Institutionnalisé. Son épouse est décédée, mais sa fille, c'est elle qui doit gérer le patrimoine parce que lui, il y a un mandat d'inaptitude par rapport à ça. C'est un homme qui était très fortuné, mais dans l'endroit où il est, elle le prive d'avoir des services supplémentaires dont il aurait besoin, que ce soit des services dentaires, que ce soit des services au niveau de l'hygiène, coupe de cheveux, des vêtements. Donc, elle ne pense pas à s'occuper de son père. C'est la famille qui doit s'en mêler pour l'obliger à lui fournir plus de biens, les biens qu'il a gagnés. Il a travaillé toute sa vie, lui, pour avoir un confort pour le moment de sa retraite. Sa retraite, elle n'est pas ce qu'elle aurait dû être à cause de sa maladie, qui est la maladie d'Alzheimer. Et puis lui, il n'est pas en mesure de demander ça. Il ne voit plus vraiment ces besoins-là, mais les gens autour le voient. Donc, c'est toujours un rappel à l'ordre. Ça ne devrait pas arriver. Ça, c'est de la maltraitance financière. Cette personne-là a fait passer ça pour de la négligence, mais dans les faits, ça va au-delà de ça, parce qu'elle profite de l'argent de son père pour s'acheter des biens, pour se financer des voyages, et lui, elle le met de côté, sachant très bien qu'il ne pourra jamais nommer ça, plus au point où il est rendu maintenant. Alors, ça, c'est une forme de violence qui est assez fréquente. Je vous dirais, c'est pas universellement fréquente, là. Mais quand on va parler de violence financière, ça va être ça, pour les biens, pour avoir les biens de la personne, se les approprier. Et parfois, ça a commencé bien avant que la personne soit placée en institution. Vous savez, ça peut être quelqu'un même qui est un adulte d'âge mûr, qui va se retrouver avec un jeune adulte qui est son enfant, puis qui va toujours y avoir soutiré de l'argent au cours de sa vie. Et puis là, quand le parent se retrouve plus démuni, il y a plus de besoins parce qu'il est en perte d'autonomie, il s'attend que son enfant, qui est rendu enfant d'âge mûr, va prendre soin de lui. C'était son bâton de vieillesse, convaincu qu'en prenant soin comme il l'a fait, il va avoir juste le retour du balancier. Eh bien non. Quand il y a de l'abus, l'abus va se poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui fasse stop. C'est de la malveillance, tout à fait de ce côté-là. Donc ça, c'en est un que l'on connaît, une des formes de violence. Les trois autres, la maltraitance organisationnelle, ben là, c'est dans le milieu où ils sont qu'on ne répond pas bien à leurs besoins. C'est dissimulé. Et ces dernières années, on parle beaucoup de ça, comment c'est mal géré, les centres pour les personnes âgées. Ils n'ont pas ce qu'il faut, l'hygiène n'est pas adéquate. Un bain par semaine, vous savez, de la nourriture qu'on ne donnerait même pas aux cochons. J'exagère, mais je pense qu'il y en a qui disent que j'exagère pas tant que ça. Donc, une nourriture de mauvaise qualité, en tout cas, ça c'est sûr, qui ne répond pas aux besoins alimentaires de la personne. Et puis, il peut y avoir des milieux où c'est de l'âgisme. Qu'est-ce que l'âgisme? Ben, c'est la discrimination en raison de l'âge, par des attitudes hostiles ou négatives, des gestes préjudiciables ou de l'exclusion sociale, donc amener du mépris. L'âgisme va se présenter sous le plan beaucoup plus de la violence psychologique. Bon, ils l'ont mis là parce qu'ils voulaient en rajouter une autre catégorie. Et le dernier, violation des droits. Ben, parfois, les personnes qui avancent en âge ne savent pas qu'ils ont des droits. Donc, ils vont pas faire appel à leurs droits quand ils se sentent abusés dans certaines situations. Ils vont carrément laisser passer parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont le droit à demander plus. Alors, ça, c'est les catégories que je connais moins. Ce côté-là, organisationnel, âgisme, violation des droits, je ne pourrais pas élaborer davantage là-dessus. On vous donne ces exemples-là. Chose certaine,
la personne qui avance en âge, la personne qui est en perte d'autonomie peut être une proie pour des gens malveillants. Il faut rester vigilant. Ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux, qu'on les aide, qu'on soit là pour eux. Une dernière petite chose. Dans le temps que j'ai travaillé justement dans un foyer pour personnes âgées, il y avait une personne qui était très isolée. Elle n'avait pas de visite de personne. Je trouvais ça triste parce que moi, je le trouvais sympathique, le monsieur. Alors, je jouais aux cartes avec lui dès que j'avais une occasion, durant une pause. Et tout ça, je trouvais vraiment rigolo. Je suis allée voir auprès de mes collègues de travail comment ça que ce monsieur-là, qui est très gentil, il n'y a pas de visite jamais. Est-ce qu'il y a des enfants? Oui, il y a beaucoup d'enfants. Mais pourquoi ces enfants ne viennent pas le voir? Là, ça, c'est un sujet très délicat. C'est là ils m'ont nommé qu'ouvertement, ce monsieur-là, il avait eu des plaintes déposées contre lui pour des agressions sexuelles auprès de ses enfants, des membres de la famille et des violences physiques. Alors, c'est sûr qu'on ne connaît pas le passé de toutes ces personnes-là. De les voir dans des moments de solitude, ça nous interpelle, bien sûr. Mais il est responsable, ce monsieur-là, il est responsable un peu pas mal de sa solitude d'aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que je ne dois plus aller jouer aux cartes avec lui puis lui offrir des petits moments de bonheur? Non, j'ai continué, mais c'est sûr que ça change un peu la donne quand on pense à tout ça. Donc, lui a malmené des gens, mais il n'a pas été malmené. C'est quand même quelque chose qui est bien. Ça veut juste dire que ses enfants, plutôt que d'aller lui faire vivre le mal comme eux l'ont vécu, ils ont préféré s'éloigner et le priver de leur présence, d'une présence bienveillante. Voilà. Mais les personnes qui sont victimes de violence, c'est inacceptable. Dans n'importe quel contexte, la violence n'est pas une façon de régler, premièrement, des problèmes. Ça en engendre d'autres problèmes.